Merci, Madame Vecchia. Merci Madame la Présidente. Moi je me félicite qu'on ait enfin un débat sur la situation des droits de l'homme en Érythrée. Je remercie l'ONU de nous y aider parce que je pense que sans votre rapport, nous n'aurions peut-être pas ce débat aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose de très important. Effectivement, comme cela a été dit, l'Érythrée est une des pires dictatures du monde, sinon la pire dictature du monde. Je vais prendre 2-3 exemples pour résumer. Classement RSF, dernière position. 10 000 prisonniers politiques pour 6 millions d'habitants. La même chose qu'en Turquie, pays qui est quand même... Je ne me félicite pas des prisonniers politiques en Turquie, mais ce n'est pas tout à fait la même taille de population. Donc ça rend compte de l'échelle. Censure totale des médias depuis 2001. Il n'y a plus d'expression autre que l'expression gouvernementale. Il y a une constitution depuis très longtemps. Elle n'a jamais été mise en œuvre. Des élections nationales sont reportées depuis 1993. Il n'y a eu aucune élection en Érythrée depuis 1993. Donc je trouve qu'au sein du Parlement européen, au sein des institutions européennes, nous ne sommes pas à la hauteur. Il y a dans cette maison des gens qui savent dénoncer la moindre violation des droits de l'homme dans un certain nombre de pays. En Érythrée, nous sommes taisants ou quasiment taisants. Je crois, sauf erreur de ma part, qu'en sous-commission des droits de l'homme, c'est la première fois que j'assiste à un débat sur ces questions-là. Nous avons eu une résolution en 2011, une des rares résolutions ciblée sur la situation de M. David Isaac. Effectivement, un binational, un suédo-érythréen. Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Qu'est-ce que nous avons fait depuis par rapport à ce ressortissant européen? J'ai même entendu, moi je ne sais pas si vous pouvez nous donner des informations, qu'on avait des inquiétudes sur la vie de M. David Isaac. La moitié des journalistes emprisonnés en Érythrée sont morts. La moitié des journalistes Mais dans quel pays au monde avons-nous une situation de cette nature? Comment ne pouvons pas nous être à la hauteur en la matière? Et quand j'entends la Commission, je n'ai pas de mots. Excusez-moi madame, ce n'est pas vous, vous faites votre travail. Mais quand j'entends, il y a des pas minuscules en matière de droits de l'homme qui ont été opérés en Érythrée. Dites-nous lesquels, madame, par pitié. Dites-nous lesquels. Quand j'entends, vous l'avez dit, monsieur, le régime est sourd. Quel dialogue politique pouvons-nous faire avec un pays qui est sourd, qui se moque totalement de tout ce que nous pouvons dire et faire, et en plus nous ne disons quasiment rien. Et que faisons-nous? Quelles sont les dernières inventions de l'Union européenne dans le dialogue avec l'Érythrée? Le processus de Khartoum. Vous l'avez dit à mots couverts, madame. On va négocier avec les gouvernements de la Corne de l'Afrique la situation des migrants. Ces gens qui fuient les régimes, des régimes insupportables. Et on va négocier avec eux. Quelle négociation va-t-on faire en la matière? Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors je rejoins ce qui a été dit précédemment. Je crois qu'une des armes, c'est les fonds. L'Érythrée est signataire des accords de Cotonou. Nous nous battons dans cette commission pour que nous mettions en œuvre les clauses démocratie et droits de l'homme. Si ce n'est pas applicable par rapport à un pays comme l'Érythrée, où va-t-on? Que fait-on? À quoi ressemblons-nous? Et par ailleurs, un des autres éléments, c'est la diaspora. Sans les financements de la diaspora, le pays serait encore dans une situation économique et sociale encore plus dramatique. C'est les Érythréens eux-mêmes qui aident ceux qui restent au pays, contraints et forcés d'une certaine façon. Alors moi, je voudrais que nous ayons un réel suivi sur ce pays-là. Parce que ce n'est pas supportable que quand la situation est celle-là, nous n'ayons pas régulièrement un point de situation. J'espère que le rapport de l'ONU nous en donnera l'occasion et je voudrais que nous soyons tout particulièrement attentifs à la situation de David Isaac parce que c'est un exemple. C'est quelque chose sur lequel nous pouvons mobiliser l'opinion publique
pour démontrer ce qui se passe, et ne serait-ce d'ailleurs que pour être sûr qu'il est toujours actuellement en vie. Et puis dernière chose, je crois que dans les choses que vous avez dites, qui rejoignent d'ailleurs les propositions de l'UNHCR dans son rapport sur la question des migrants, oui, assurons-nous véritablement de donner la protection internationale à tous ceux qui en ont besoin, et notamment sur les mineurs.